c'est l'heure Philippe de l'info-média du jour. Et c'est un nouveau venu dans les kiosques et c'est déjà un grand 27 cm sur 40. C'est le format à l'intérieur, 70% de photos, donc 30% de texte. Voilà pour les chiffres. Les lettres L s'affichent en capitale, légende au singulier. C'est le nom du nouveau trimestriel lancé par Eric Fotorino que je montre sur Europe1.fr. À la une de ce premier numéro, une légende évidemment du football, Zinedine Zidane. Bonjour Eric Fotorino. Bonjour Philippe Vandel. La question que tout le monde se pose, y compris les banquiers, pourquoi lancer un nouveau trimestriel maintenant dans la situation économique difficile qu'on connaît ? Alors vous savez, lancer une publication comme celle-là, c'est une affaire de longue haleine, c'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on y pense, que j'y pense, et je pense que il était important de garder le timing, le tempo. C'était pour ce printemps, pour ce début d'été, et malgré le Covid, malgré effectivement les difficultés de distribution des journaux et de Prestalis, je voulais maintenir ce cap parce que au fond, il faut jamais oublier qu'on travaille pour des lecteurs, et je pensais que les lecteurs seraient au rendez-vous, et d'après les 3-4 premiers jours de vente, je vois bien qu'ils sont là, qu'ils attendaient, et c'est ça qui compte. Alors je dois dire, je sors de mon rôle, que le magazine est absolument magnifique. Racontez le principe de légende. Légende, c'est assez simple, c'est chaque trimestre, c'est un trimestriel, raconter une figure contemporaine, plutôt vivante, mais ça pourrait être aussi des personnes qui ont disparu, des icônes qui sont encore très présentes dans nos esprits. On pourrait penser par exemple à Coluche ou à Mohamed Ali, ou de grands politiques comme a pu être Nelson Mandela par exemple. Donc si vous voulez, c'est raconter ces figures, tourner le miroir vers nous. Qu'est-ce qu'ils disent de nous? Qu'est-ce qu'ils disent de notre époque, de l'époque dans laquelle ils ont émerger, et puis donner à voir, c'est-à-dire en effet de façon quasiment géante, réinventer un objet de presse, là encore comme on l'avait fait pour le 1 il y a 6 ans, avoir un objet très singulier, très particulier, d'une certaine manière qui crée du manque, c'est-à-dire si vous ne l'avez pas, il peut vous manquer. Ouais. Il y a beaucoup d'images, je suis en train de montrer ceci à la caméra. Vous avez autant soigné le fond que la forme. La maquette d'abord, pourquoi un si grand format, Eric Fotorino? Pour se différencier ou parce que ça avait un sens intrinsèque, si j'ose dire? Je pense les deux, mais le sens, c'est-à-dire qu'une photo, c'est toujours plus fort quand c'est plus grand. Et si vous voulez, quand on prend la crise de la presse actuelle, c'est que je pense que souvent elle ne fait pas des choix assez radicaux. Et la photo, on n'a pas une culture en France de la photo, à part quelques grands journaux comme Libération. Libération nous a appris la grammaire de la photo dans la presse écrite. Mais aujourd'hui, je pense que si on veut montrer en grand une réalité, eh bien, il faut choisir un format qui corresponde, qui rende justice à la photo. Quand vous voyez la photo d'un but, ou quand vous voyez la photo d'une foule, quand vous voyez la photo de la jeunesse de Zidane en 1998 et de son équipe des Bleus, eh bien, quand vous avez ces photos plein pot, si j'ose dire, sur des grandes doubles pages, eh ben, vous êtes dedans, vous êtes dans la photo, vous restez pas à l'extérieur. Comme on dit, c'est un bel objet, on dit ça dans le métier, il a une bonne main. Vous avez même soigné le papier, j'ai l'impression. Oui, si vous voulez, je voulais pas que ce soit un objet intimidant, je voulais qu'il soit maniable. Vous savez, c'est pas comme ces livres qu'on appelle en mauvais français les coffee tables qui restent sur les tables de salon et on les ouvre pas parce que vous savez quoi, c'est les livres de cuisine trop beaux et du coup on n'ose pas mettre de l'huile dessus et on s'en sert jamais. Exactement. Moi, ce que j'ai voulu avec Légende, c'est vraiment créer un compagnon que vous allez vouloir feuilleter tout de suite, que vous allez vouloir donner, offrir, et vous pouvez même le lire dans le métro pour le coup. Même les gens vont vouloir vous le piquer, ça c'est autre chose. Mais si vous voulez, je pense qu'il faut que ce soit. Donc le papier, il est à la fois souple et en même temps il est solide parce que effectivement les photos qu'on publie sont très, j'allais dire, elles ont ce côté précieux que peut avoir. Quelque chose qu'on aurait envie d'encadrer. Donc Zidane comme première légende, vous l'avez fait avec ou sans lui? Contrairement à moi, sans lui. Vous ne lui avez pas demandé son avis? Non, parce que si vous voulez, je pense que moi, mon principe depuis toujours, c'est d'avoir des journaux vraiment indépendants. Et je pense que si je disais à une personnalité, quelle qu'elle soit, je vais vous consacrer 100 pages, il aurait quand même cette tendance naturelle à vouloir un peu contrôler ou superviser. Donc là, non, c'est notre Zidane. Il y a des textes vraiment magnifiques de Vincent Duluc ou d'Olivier Guèze et d'autres, mais aussi de Besma Lahouri, qui est un texte assez critique parce qu'on veut pas faire d'agilité
géographie des légendes qu'on présentera. Ouais, puisque vous parlez de Vincent Duluc, écrivain, journaliste, grande plume de l'équipe, il revient sur ce soir du 9 juillet 2006, le coup de tête de Zidane sur le torse de Materazzi, l'Italien. Vincent Duluc écrit ceci: il vivrait avec le remords d'avoir préféré l'absurde fierté à la légende, d'être le capitaine offensé qui avait refusé de tenir 10 minutes de plus sous l'outrage. Au bout de 11 années et 11 mois de vie en bleu, sortir du rang juste avant que la lumière ne s'éteigne était un orgueil, peut-être, mais un adieu d'une beauté paradoxale également, une manière absolue et sans égale de quitter la scène. Est-ce que Zidane serait une légende également, de la même manière, sans ce terrible coup de tête ? Ah non, sûrement pas. D'abord, petite parenthèse, vous voyez qu'il n'y a pas que de la photo dans Légende. Quand on voit ce texte ce souffle qui nous emporte sous la plume de Vincent Duluc, c'est quand même extraordinaire. Moi, j'ai vibré en lisant ce texte. Ça, je peux vous dire, j'ai lu beaucoup de choses, comme beaucoup d'entre nous sur Zidane, et ce texte est vraiment magnifique. Mais si vous voulez, c'est vrai que je pense que cette légende, Zidane, est aussi une légende parce que, comme le dit dans un autre texte la philosophe Adèle Van Rett, il a montré qu'il acceptait aussi d'être humain et de ne pas être parfait. Ouais. Et donc, c'est vrai que dans Zidane, il y a tous les moments flamboyants, et puis il y a cette mort sportive qu'il décide à un moment donné, alors que c'est par un coup de tête, c'est si j'ose dire, mais en tout cas, c'est quelque chose qui arrive, qui est sûrement pas prémédité, mais qui a été aussi une manière de ponctuer en noir une légende dorée. D'un mot, vous dites avoir lu beaucoup de choses sur Zidane. Qu'est-ce qu'on trouve dans Légende ? Qu'est-ce qu'on lit qu'on n'a pas déjà lu sur Zidane ? Bien, d'abord, il y a effectivement cette envolée lyrique que nous offrent des écrivains comme Duluc ou comme Olivier Guèze, qui est un fou de foot, qui avait écrit un très beau livre sur l'art de l'esquive. Oui, je me souviens de ce livre. Voilà, c'est vraiment. Il y a aussi Philippe Delerme, on va tous les citer. Il y a Christophe Onodibio, il y a Zoé Valdès. Il y a Veillergans, il y a Jean-Philippe Toussaint et Jean-Paul Dubois. C'est le prix Goncourt. C'est le prix Goncourt de l'année. Alors ça, c'est quelques textes qui sont parus à l'époque, qui nous ont très gentiment offert pour Légende. Et puis il y a un texte assez étonnant de Jérôme Fourquet, donc politologue, sociologue, qui vraiment suit la France dans ses convulsions et quelquefois ses errements politiques, sociologiques. Et là, il raconte ce que c'est que la France de Zidane par rapport à la France de Mbappé. Et ça, je trouve que c'est vraiment formidable parce qu'on a tout d'un coup un regard décalé, comme un pas de côté, on n'est plus vraiment dans le football. Et puis il y a un reportage de Denis Trocero de la Provence sur la Castellane, le quartier de Marseille où Zidane a frappé ses premières balles, et là encore avec des photos magnifiques, et tout d'un coup vous avez cette espèce de l'épaisseur d'un portrait à la fois sociologique d'un gamin d'une cité de Marseille. Et vous savez quoi, Eric Fotorino, on n'a pas encore parlé de Stéphane Meunier et des yeux dans les bleus, pardon. Vous restez avec nous. À la une de ce numéro 1 de Légende, c'est Zinedine Zidane. On parlait du fait qu'il y avait des textes, des choses qu'on n'avait pas encore lues sur Zidane. Et de la même façon, il y a des images qu'on n'a pas encore vues de Zizou. Comment avez-vous fait pour les obtenir ? Où les avez-vous trouvées, Eric Fotorino ? Alors effectivement, vous avez raison, c'est très important l'iconographie. Donc on a bien sûr une personne chez nous, Pierre-Angélique Schuller, qui cherche justement les photos. Son métier, c'est de les chercher, de les négocier. Et puis pour ces photos justement dont vous parliez tout à l'heure, des yeux dans les bleus, qui était vous savez, le grand documentaire de Stéphane Meunier. Ouais. Eh bien, on a été aidé par un ancien rédacteur en chef de l'équipe, qui est Jean-Denis Walter, qui a maintenant aussi une galerie sur le sport, et qui nous a aidé à obtenir ces photos magnifiques où on voit, il y a une scène notamment de Zidane et de Djorkaeff dans les vestiaires, chacun avec son épouse. Ils sont là tous les quatre après la victoire contre la Croatie en demi-finale, et c'est la vie qui passe, quoi. Voilà, je trouve que c'est à la fois la joie, la détente, la fatigue. Il y a un cours au tableau noir d'Aimé Jacquet avec Henri Émile qui était l'intendant, et ils sont là tous les joueurs comme en classe. Et puis une photo incroyable, vraiment incroyable. Je la montre à la caméra pendant que vous la décrivez. Ah non, il y a celle de Barthez. Fabien Barthez. Je pensais que vous alliez décrire parce que j'avais caillé la page. C'était Stéphane Meunier, et là tout seul dans le vestiaire. On est le 10 juin et Zizou est expulsé contre l'Arabie Saoudite, et il est seul dans le vestiaire. Vraiment voilà.
Décrivez la exactement. photo. Et alors, vous voyez, vous avez raison. Et vous savez, tout à l'heure, je disais la taille de la photo qui compte. Eh bien, là, on a l'impression que la solitude de Zidane, à ce moment-là, est immense. Qu'il est seul au monde. Il y a tous les sacs des autres joueurs qui sont encore sur le terrain. Et lui, là, il est l'homme seul. Il est celui. Et quand il est sorti du terrain, c'est une photo qui est au début dans la vie de Zidane. On a 20 pages de photos sur sa vie. Quand il sort du terrain, Aimé Jacquet ne le regarde même pas. Ouais. Et ils se croisent comme ça. Et donc le fait qu'il n'y ait pas de regard montre à quel point l'entraîneur est furieux de ce qui se passe. Il y a également des entretiens avec des auteurs qui ont écrit sur Zidane, vous l'avez dit, ou coécrit comme Dan Frank, l'écrivain. Il raconte comment il retrouve Zidane à Turin. À l'époque, Zidane a 27 ans quand il joue à la Juve. Il pense que sa carrière est terminée. Il ne sait pas qu'il va aller au Real et faire la carrière qu'on sait. Et Dan Frank raconte. Et là, donc c'est Zidane qui a 27 ans, il s'est mis à m'expliquer en gros que sa vie était finie parce qu'il réalisait qu'il allait bientôt devoir arrêter de jouer. Et ensuite, il ne se voyait pas, je cite, entraîner des équipes ni faire de la pub pour des marques. Comme quoi, même Zidane peut se tromper. Oui, bien sûr. D'abord sur son destin, parce qu'on l'a vu encore ces derniers jours, avec comme entraîneur du Real, on a l'impression qu'il a vraiment encore de l'or dans les pieds ou dans les mains. Et c'est vrai qu'à cette époque, Dan Frank est complètement saisi par cette forme de mélancolie qu'il y a chez Zidane, qui parle pas beaucoup, qui est plutôt un taiseux. Et là, il sent une vraie détresse chez lui, et en même temps, eh bien, il y a le ressort de ces gens qui sont pas tout à fait comme nous tous, et qui arrivent à un moment donné à se réinventer dans quelque chose qui leur ressemble et qui est en même temps différent. Combien de pages? C'est une centaine de pages? Oui, une centaine de pages. C'est vendu, 20 €. C'est quoi le modèle économique? Parce qu'il n'y a pas de pub, je précise. Il n'y a pas de pub comme sur le 1 ou Zadig ou America, qui sont les autres publications qu'on a lancées depuis 6 ans. Ben vous savez, Philippe, c'est le même modèle qu'on essaie de poursuivre. Et je vais poser ma question différemment. Il faut en vendre combien pour que ce soit rentable et que ce soit pérenne? Il faut en vendre en moyenne 30 000. Voilà. Et il y a de l'abonnement. 30 000, on a déjà 3 000 abonnés, donc 10% du chemin a été fait par ce qu'on appelle le financement participatif, qui a permis de faire naître Légende. Et puis Légende est à la fois en kiosque et en librairie. Alors la difficulté du moment, c'est, comme vous savez, la distribution, par exemple à Marseille, à Toulouse, à La Rochelle, ces jours-ci, c'était difficile de trouver Légende, ce qui évidemment m'a rendu un peu triste et furieux, parce que les dépôts ne sont pas servis, les kiosquiers ne sont pas tous alimentés du fait de la crise de la distribution. Justement, je vous en parlais, on vous a reçu Eric Fotorino il y a quelques semaines pour évoquer la crise au sein de Prestalis, qui est le principal distributeur de la presse en France. C'est les 3/4 des journaux et des magazines français sont distribués par Prestalis. Les recettes de vos journaux, à savoir le 1, Zadig, America, sont gelées. Prestalis, vous devez 800 000 €. Est-ce que vous avez une chance de récupérer votre argent ? Vous voyez, votre question, elle me donne envie de redonner le coup de boule de Zizou, parce que c'est vrai que là, je suis vraiment très très fâché, et plus que ça, et je suis pas seul. Mon camarade Franck Hanès, qui a tous ses journaux, SoFoot, etc., et dans le même, qui vient de lancer So Good, on est dans la même situation, c'est-à-dire nos recettes sont bloquées toujours. Donc moi, les 800 000 € qui sont devenus en fait 930 quand on a fait tous nos calculs des recettes, on est aujourd'hui à 930 000 € qu'on nous doit. On vient d'apprendre vendredi que l'ARCEP, qui est le régulateur de la distribution, nous impose de continuer de payer 2,25% de notre chiffre d'affaires à Prestalis, la nouvelle société qui naîtra des décombres de Prestalis. Donc c'est vraiment un pur scandale. Je m'en suis ouvert dès ce week-end aux autorités de l'ARCEP en disant vraiment qu'ils veulent vraiment nous faire crever. Et ça, je trouve ça incroyable qu'aujourd'hui l'état de droit ne soit pas respecté pour la presse indépendante. Moi, je veux pas participer à une solution comme celle-là, puisque elle peut nous tuer. Vous comprenez très bien. On a bien compris. Si vous n'avez pas vos recettes, vous mourrez. Surtout avec vos 930 000 € là-bas chez eux. Merci beaucoup Eric Fotorino, fondateur et directeur de l'application de Légende. La rédaction en chef, faut le dire, est assurée par François Vec, également rédacteur chef de Zadig. Voilà. Exactement. Et le premier numéro disponible en kiosque quand on le trouve. Et la une, c'est Zinedine Zidane. Merci d'avoir été avec nous.